L'histoire commence avec un homme qui désormais ne vivra que pour lui-même. École à l'étranger, remise des diplômes, et ainsi de suite. Il refuse de retourner à l'école, du moins c'est ce qu'il pensait. Le jeune homme chevauche un cheval, aveuglé par les rayons lumineux du soleil. Un homme l'appelle et dit au jeune monsieur lion de regarder devant lui, car ils sont déjà arrivés. En face se trouve une énorme porte, et encore plus loin se trouve un immense château. C'est la meilleure académie de magie de l'Empire. Enregar Alrarlog dit être très touché, car il ne pensait pas qu'un vieux chevalier comme lui serait capable d'aider son maître. Par conséquent, le jeune homme ne peut pas rompre sa connexion avec l'école, même dans cette vie. Maintenant, la remise des diplômes est arrivée. Certains sont heureux, certains offrent des fleurs, et d'autres discutent simplement. Un homme brun enlace un homme aux cheveux bruns et le félicite pour sa remise des diplômes, disant qu'il ne sait même pas comment ils ont réussi à survivre avec de tels professeurs. Involontairement, je me souviens du moment où l'un des enseignants lui suggère de rejoindre le club de randonnée facultatif chaque semaine, à quoi le gars répond qu'il ne mérite clairement pas d'en faire partie. Après un autre souvenir, on lui glisse des documents entre les mains, se demandant s'il aura le temps de les finir avant le soir. Incapable de refuser, l'étudiant accepte. Un autre flashback me vient immédiatement à l'esprit. Lui et son ami sont assis devant des ordinateurs en train de grignoter, tandis que l'homme brun se plaint que depuis une semaine, leur estomac n'a rien vu d'autre que des kimbap. Maintenant, une connaissance dit que cela est vrai pour tous les étudiants diplômés, mais le brun est vraiment incroyable. Bien que ce dernier commence à affirmer qu'il n'y a rien de mal à cela, qu'il a simplement fait tout ce qui était en son pouvoir. Un camarade de classe hausse les épaules en disant qu'un ami s'intègre parfaitement dans cette vie et qu'il devrait continuer à étudier. Cela va trop loin. Sur le chemin du retour, en traversant le passage pour piétons, le gars se convainc qu'il a tout fait en son pouvoir et qu'il ne va plus étudier. Maintenant, il faut vivre pour soi-même et ne pas être dans un endroit comme l'école des diplômés. Pendant ce temps, le conducteur du camion qui se dirigeait vers ce passage pour piétons réalise brusquement que les freins ne fonctionnent pas, et là, par malchance, un diplômé. L'homme crie de se mettre hors du chemin, mais le brun, apparemment légèrement perdu dans ses pensées, se met en travers comme un idole sans même avoir le temps de réaliser comment le pare-choc de la voiture démolit complètement son corps. Ses études et son diplôme se sont avérés être un morceau de papier inutile, mais l'intention est restée inébranlable même après la Renaissance. Ses yeux s'ouvrent brusquement et il parvient à regarder ses stylos d'enfant. Il se souvient de tout. Lian Vardin est le troisième fils de la plus puissante maison de la magie de l'Empire. Tout cela est-il réel? Le gars est rené dans un autre monde en tant qu'aristocrate, et aussi le plus jeune fils d'une famille riche et influente. Les larmes de joie montent aux yeux du garçon car il pense que cette récompense lui a été attribuée pour avoir fréquenté l'école des diplômés dans une vie antérieure. Voici sa chance de se reposer, mais il se trompe profondément. La première règle de la maison de Vardana est que le premier fils hérite de tout, et ce qui arrivera au deuxième et au plus jeune, les autres fils doivent déterminer leur propre chemin dans la vie. Leurs épées s'entrechoquent pendant l'entraînement, bien que Rarlog lui-même ne semble pas croire que le jeune homme lui ait demandé d'apprendre l'escrime, à quoi ce dernier répond que cela lui sera utile et qu'il n'y a pas de meilleur cours. Heureusement, la famille soutient toutes les initiatives en matière d'éducation. L'homme lui propose de tirer parti de l'expérience acquise et de se lancer dans la voie de l'épée, mais le garçon refuse. Il deviendra magicien, car cette voie semble stable. Une seconde plus tard, l'homme aux cheveux gris le prend immédiatement par les épaules, disant qu'il est incroyablement touché par l'esprit de son maître, les larmes aux yeux. Il explique cela en disant que beaucoup d'enfants nobles sont trop ambitieux, mais Lian adopte une approche raisonnable pour planifier l'avenir. Après avoir terminé l'école des diplômés, on commence à évaluer sobrement la réalité. Tout le monde, de l'ordre de la nuit à la guilde des aventuriers, en passant par la famille impériale, est toujours heureux d'avoir des magiciens compétents. Et cette institution est l'endroit où les magiciens talentueux sont formés, la plus grande académie de magie de l'Empire. Erongward, dit le gars au chevalier, en lui disant qu'il essaiera de tenir ici pendant quelques années, mais l'homme l'assure qu'il réussira, d'autant plus que même le patriarche a loué son talent. Le plus jeune fils ne le croit évidemment pas, car son frère ne lui a pas permis de pratiquer la magie car c'est dangereux pour les enfants. Mais il le remercie quand même pour ses paroles creuses. Alralad s'éloigne un peu plus avec les chevaux, disant que les visiteurs et les animaux ne peuvent pas aller plus loin. Mais alors, Vardané remarque une voiture avançant, repoussant tout le monde, car la fille du duc y est assise, et les autres personnes ont un prince de l'Empire avec eux. Personne ne prévoit de céder la place. Trop de personnes sont entassées avec les gardes. Erongward est un endroit où il faut entrer seul, mais tout va de travers. Du moins, c'est ce que dit le jeune homme assis à côté du personnage principal, qui tremble déjà. Le gars demande si tout va bien, et il s'avère que c'est beaucoup plus simple. Un étranger ne peut tout simplement pas dormir sans ses serviteurs,
ils sont pour lui comme de l'air, et il ne peut pas travailler sans eux. Eh bien, le jeune homme n'est clairement pas heureux que même les esclaves soient acceptés à l'académie, donc il va profiter de la position de sa famille pour se plaindre. Je me demande ce qu'ils lui diront. Mais dès que ce dernier approche un employé, ce dernier est illuminé d'une lumière vive, puis on entend des excuses de la part du noble, un sort de manipulation mentale. Et après tout, l'employé l'utilise sans hésitation sur une personne avec un tel pédigré, donc les rumeurs ne mentent pas, il y a beaucoup de monstres ici et si vous mourrez, vous serez enterré dans les montagnes derrière. Soudainement, les portes s'ouvrent brusquement et une voix se fait entendre saluant les futurs étudiants, les appelant Ironhead. Là on remarque une énorme pression magique et couvre légèrement son visage de ses paumes. Ici, c'est le fameux directeur dont on parle, à cause de cette tension, tout le monde est complètement figé. La voix continue de dire qu'il a demandé à tout le monde d'entrer un par un, mais s'ils ne veulent pas suivre les règles, les voitures avec les chevaux se renversèrent immédiatement, puis il les forcera à obéir. Naturellement, la perte de vêtements de leurs serviteurs provoque immédiatement la panique parmi les visiteurs, mais le directeur n'a pas l'intention de s'arrêter, il appelle les étudiants à un troupeau de moutons et les exhorte à entrer enfin. Vardan lève la tête et remarque la tête du squelette qui brille d'un turquoise éclatant, continuant à leur crier de bouger, et ainsi commence sa première journée à Erongward, la plus grande académie de magie de l'Empire. Et pour une raison quelconque, la prémonition de cela n'est pas du tout bonne. Pendant que les étudiants marchent, beaucoup d'entre eux se plaignent immédiatement d'un tel traitement de l'extérieur, mais notre héros silencieux est appelé par son nom, et en tournant la tête, le gars remarque la fille Inamakin, qui dit que sa maison est aussi la maison des magiciens, tout comme Lao. Il est ravi de la rencontrer, mais demande ce qu'elle veut de lui. La rousse répond que son Altesse impériale souhaite le voir et indique du doigt la blonde qui leur fait signe amicalement. Erongward est devenu un lieu de rencontre et de communication, et les nouvelles connaissances essaient déjà résolument d'établir des liens dès le premier jour. Mais l'appeler son Altesse impériale, n'est-ce pas trop? Après tout, l'empereur a plus d'une centaine d'enfants, même dans la famille locale, tout le monde ne s'intéresse qu'à l'aîné. L'empereur ne soutient pas du tout ses enfants, donc ils sont encore pire lotis, et dans les endroits bondés où il y a beaucoup d'enfants de grandes maisons comme ici, la famille impériale est encore moins importante que la maison de Inamakina. Alors pourquoi agit-elle ainsi? La fille le distrait simplement de ses pensées en lui proposant de l'accompagner. Derrière eux, certains geeks commencent à rire du fait qu'elle est d'un prince inconnu, mais c'est mieux que de se faire des ennemis, donc le brun accepte. La rousse se réjouit de sa réponse, n'oubliant pas de mentionner qu'il est le premier à accepter. Ganondo, le prince de l'Empire, dit qu'il pourrait être le 101e, mais le gars insiste sur le premier chiffre, évidemment il ne veut pas sortir du top 100. Mais ensuite, le blond distrait le brun qui ne l'écoutait pas au début, puis commence à dire qu'un des étudiants a rejeté son offre, le prince est clairement très immature. Vardan exprime son hypothèse selon laquelle l'étranger ne sait tout simplement pas que Ganando est de sang de Porphyre. Voyant le regard interrogateur de Laan, il réalise que son interlocuteur est non seulement immature, mais aussi un idiot. Ce mot signifie une personne importante d'une classe supérieure ou prestigieuse. Ravi d'un tel compliment, le prince fronce quand même les sourcils et indique les jambes bondées en disant qu'ils ont refusé son offre et parle maintenant à Agnarda, une belle fille aux cheveux bleus, la 44e princesse de l'Empire. Contrairement à certaines personnes, elle a de l'élégance et il n'est pas surprenant que les gens soient attirés par elle. Le blond lui propose de s'occuper de la fille car le brun est aussi beau et bien bâti, mais il refuse, car les nobles ne font pas de mal aux autres. Que diriez-vous d'une leçon au lieu de l'intimidation? La réponse est simple, les strates supérieures de la société ne font pas cela non plus. Que devrait-il faire alors? Là on dit qu'il devrait soit les pardonner, soit aller les défier en duel. Clairement effrayé par cette dernière option, le prince rit nerveusement et dit qu'il ne devrait pas aller si loin, surtout lui qui est si noble, il pardonne ces choses ou les amuse quand le brun ébouriffe les cheveux blonds du gars. Ils sont remarqués par Aeno, qui s'approche immédiatement d'eux et dit que Vardanaz est incroyable, car il a réussi à dompter l'entêtement de quelqu'un d'autre, ce qu'elle, en tant que proche parente, n'a pas pu faire. Et le gars va bientôt découvrir pourquoi la rousse tient tant à Ganando, mais ils sont interrompus par l'apparition d'un énorme crâne qui demande menaçant aux Ironhead de quoi il parle. C'est le même Lick qu'ils ont vu à l'entrée, son existence est le résultat des efforts d'un grand magicien qui voulait devenir un mort-vivant et contourner la mort, qui aurait pensé que ce serait le directeur. Ce dernier décide de demander aux étudiants pourquoi il les appelle Ironhead. Ici, Agnarda prend la parole en disant que le symbole des nouveaux venus cette année est le fer, il plaît clairement à la fille lorsqu'il dit qu'il attribue 10 points à sa faculté. Naturellement, il n'y a pas de système de points ici, donc si elle veut devenir magicienne, elle doit apprendre à distinguer la vérité du mensonge. Mais le symbole est vraiment le fer, un métal qui change en fonction de ce dont il est fait, il est très précieux et peut être utilisé à des fins différentes, donc il leur convient. Beaucoup d'étudiants sont immédiatement enthousiasmés,
tandis que le lit crie bruyamment. Vous avez encore été dupé, la raison pour laquelle le métal est leur symbole, c'est qu'il n'y a rien dans leur tête. Bien que le directeur se moque d'eux, personne ne peut lui répondre car il est extrêmement difficile de bouger dans cette dense énergie magique, mais le héros y est habitué, donc il réussit à plier son bras au coude, ou peut-être est-ce juste le crâne qui réduit la pression. Réalisant sa petite erreur, le directeur décide vraiment de soulager la pression sur les étudiants après un long voyage. Mais prend note mentalement que le han peut encore bouger. Il demande à tout le monde de regarder la porte de gauche qui s'ouvre immédiatement, révélant de grandes tables remplies de nourriture à ras-bord. Beaucoup se précipitent à l'intérieur en voyant une grande variété de plats. D'accord, Nando, merci pour la nourriture, commence-t-il à couper le poisson alors que la nourriture se dissout immédiatement. Le directeur rit à nouveau en les traitant de fous. Arden, car lui-même a entendu dire que lorsqu'on devient un leak, on perd certaines choses. Apparemment, leur connaissance en a perdu trop. Cette académie est le berceau des magiciens et l'impulsion la plus forte dans le développement est la faim. Des choses et des miches de pain et de riz tombent immédiatement sur les étudiants. C'est leur forme et leur nourriture. Lorsque le prince s'apprête à être indigné, un crâne vole immédiatement vers lui et explique que si la nourriture leur semble dégoûtante, alors ils doivent étudier la magie et la créer eux-mêmes. Les formes et les bâtonnets ressemblent-ils à des ordures? Il faut utiliser la magie pour en créer de nouveaux. Ce sont les règles de l'académie. Un noble remarque qu'il peut tout prendre de l'extérieur, mais le leak réprime immédiatement toutes les pensées subséquentes sur ce sujet. Les débutants n'ont pas le droit de sortir et d'entrer en contact avec les étudiants de classe supérieure. Maintenant, ils sont libres. Le crâne se dissout dans une fumée turquoise. Faut-il vraiment qu'il y ait un professeur fou partout? Le han lui-même connaît bien ce type de personne, car dans une vie antérieure, le professeur du laboratoire voisin avait le même éclat dans les yeux. Le brun est immédiatement interpellé par le blond, indigné de ne pas tolérer une telle attitude de quelque manière que ce soit, que la nourriture et les vêtements sont vraiment dégoûtants. Mais Vardan ne l'écoute pas, discutant avec lui-même que cet endroit est certainement mieux que l'école supérieure. Peu est connu sur la maison de Vardané elle-même dans la société, car ils sont totalement absorbés par l'étude de la magie et n'ont jamais participé à des activités publiques. Cela engendre des malentendus à leur égard. Ganando continue d'être indigné, mais il demande alors en larmes au gars de venir vers lui s'il en a l'occasion. Je dois aller au dortoir. Les étudiants sont admis à Ergar indépendamment de leur titre, à condition qu'ils aient du talent. Cependant, pour éviter les conflits entre les adolescents sensibles, le dortoir a été divisé en 4 tours selon le statut des résidents, la tour du dragon arrogant bleu, où seules les personnes de haute naissance peuvent entrer, des nobles célèbres, par exemple les enfants de l'empereur, et le han vivront ici. La tour du phénix brûlant de l'intérieur, où seuls ceux qui ont tout dédié à la flamme sacrée peuvent entrer, c'est une tour sainte et juste où seuls les prêtres de différentes religions ou ordres peuvent se trouver. La tour du tigre blanc déchirant la foudre, où seuls ceux qui ont la rage de tout vaincre peuvent entrer, vivent dans cette tour ceux qui viennent des maisons des chevaliers, ces personnes sont formées pour suivre 2 voies, la chevalerie et la magie. La tour de la tortue noire qui voit le passé dans le futur, où seuls les patients infinis peuvent entrer, différentes personnes y vivent, des habitants de la ville, des serviteurs, des esclaves, des clowns, des mendiants, des marchands et des nouveaux nobles de basse classe. Contrairement aux autres dortoirs, ils sont tout simplement ignorés en raison de leur basse position. Ainsi, presque tous les nouveaux venus sont intimidés, mais il y a toujours des exceptions. Aux yeux de le han, ils sont des partenaires commerciaux idéaux. Le gars comprend qu'il doit se lier d'amitié avec eux, car la façon la plus facile de gagner de l'argent est de faire des affaires et pour cela, il vaut la peine d'acquérir de l'expérience. Il prévoit donc de s'approcher du trio d'adolescents lorsque la voix de quelqu'un les interrompt. L'étranger dit qu'il ne comprend pas du tout pourquoi ils ont pris des gens de si bas niveau. Comment cet arriviste ose-t-il se moquer de ses futurs camarades? Vardan rabaisse immédiatement le noble en disant que c'est lui qui est de bas niveau ici, surtout depuis qu'ils ont tous abandonné ce qu'ils possédaient. Mais quelqu'un l'a oublié et ose maintenant les provoquer. D'autres gars se joignent immédiatement à une petite altercation verbale, visiblement fiers d'un comportement similaire à celui du brun. Eh bien, puisque l'atmosphère a changé, alors vous pouvez. Mais le héros n'a même pas le temps de se retourner vers de potentiels partenaires que plusieurs gars crient immédiatement qu'il vaut mieux ne pas approcher de la maison de Vardané du tout et ne pas la regarder, car leur patriarche est un dragon. Quoi? Selon les rumeurs, leur famille descend d'anciens esprits. Surpris par une telle réaction, le gars décide de demander à la femme qui s'est approchée s'il a l'air effrayant. La fille répond que non, puis ajoute qu'il a montré la noblesse caractéristique d'un noble. Il ne savait pas encore à quel point sa famille était célèbre. Le prince accourt vers eux et les accuse immédiatement de l'avoir abandonné. Le brun décide lui-même de poursuivre la conversation sur la raison pour laquelle la fille permet au blond de se comporter comme un enfant.
Elle dit que tout cela concerne sa mère. Nous voyons un flashback où une autre petite manquina arrive en cour impériale avec une boisson, puis trébuche accidentellement et renverse tout sur la robe de l'impératrice. On dirait que sa maison est finie, mais non, la femme la prend calmement dans ses bras et lui dit que tout va bien et que tout le monde a tort, puis demande si elle est blessée. Ensuite, la fille révèle qu'elle est très riche et lui paie beaucoup d'argent pour être amicale avec son fils. Ayant entendu parler des carnets de notes, Leon décide lui aussi qu'il doit se lier d'amitié avec lui. Après cela, il se retrouve déjà dans un immense territoire qui se trouve derrière l'académie, avec un lac, une forêt et des montagnes. Apparemment, le directeur ne plaisantait pas en disant qu'ils devraient tout obtenir par eux-mêmes, et il semble que s'ils avancent, ils pourront enfin arriver à leur dortoir. Le héros en parle même avec le rouquin, mais pourquoi donc? Tout à coup, il lève la tête, stupéfait, en regardant vers le haut. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment de dortoir? Pour être honnête, il a l'air totalement misérable et pas du tout adapté pour autant de personnes. Le prince, bien sûr, n'est pas content, car même ses propres serviteurs vivent mieux, et les nobles eux-mêmes le reconnaissent. Les héros commencent tout juste à monter les escaliers, mais dès que le brun fait un pas de plus, le monde entier autour de lui disparaît brusquement. Il n'y a âme qui vive, absolument rien. Que s'est-il passé? Il est immédiatement salué par une voix qui surgit de nulle part et lui demande où il veut aller. Comme prévu, le dortoir de l'Académie de magie est une tour magique. Leon décide de demander où il peut aller. La voix, impressionnée par son adaptation rapide, répond immédiatement que les seuls endroits disponibles pour l'instant sont la chambre privée du brun et la salle de détente en fer réservée aux étudiants de première année. Il s'avère qu'il est possible d'accéder à d'autres endroits à l'avenir. La voix dit oui. Mais il sera possible d'entrer en connaissant seulement le nom et de visiter d'autres endroits, il faudra savoir quelque chose de plus, mais pas maintenant, car le directeur l'a interdit. Le héros demande simplement à être conduit dans sa chambre pendant qu'une magie turquoise s'entrelace autour de ses propres jambes. Bienvenue, jeune magicien, déjà chez toi. Varden commence à lire le livre. À l'exception des matières clés, toutes les autres classes peuvent être choisies. Vous pouvez décider en essayant tout pendant un mois. Dans le livre lui-même, il y a même une citation d'Adulte d'Azuban. Les magiciens sont des personnes en quête du principe de la paix. Même si les autres offrent de l'aide, chacun doit prendre une décision et choisir son propre chemin personnel. En fin de compte, tout n'est pas si strict, beaucoup plus facile que l'école supérieure, et la chambre a presque tout ce dont vous avez besoin, sauf une seule chose que l'y a à penser. Dans tous les cas, les règles lui sont claires, alors pourquoi ne pas découvrir quelle classe les autres ont déjà choisie? Dans la salle de détente, le brun rencontre Anna, qui veut étudier l'alchimie, car cela l'a toujours intéressé. Son rêve est de créer son propre atelier et de fournir des produits à la famille impériale. Ayant entendu dire du gars que c'est très rentable, elle lui propose immédiatement de travailler avec elle. Mais Leon refuse en disant que ce n'est pas facile et qu'il doit réfléchir. L'industrie de l'alchimie dans l'Empire est très concurrentielle, commençant par la propagation de mauvaises rumeurs sur les concurrents et se terminant par la monopolisation des ingrédients pour l'élixir. D'innombrables guildes se sont battues pour leur part de marché, il vaut donc mieux choisir quelque chose de plus stable et qui intéresse le héros lui-même, quelque chose de moins concurrentiel et facile à apprendre. Son objectif principal est de devenir un officier impérial, simplement des fonctionnaires, le domaine n'a pas d'importance, seules les notes et les qualifications comptent. Mais je pense que Manquina enthousiaste serait contrariée si elle entendait quelque chose comme ça, donc il répond qu'il essaiera tout pendant un mois et prendra des décisions importantes plus tard. Ensuite, un homme blond entre dans la pièce en criant qu'il a un problème. Il lui semble qu'il y a eu un voleur dans la chambre car il n'y a rien dedans. Il le regarde ahuri, mais finalement ils sont d'accord. Le lendemain, le gars lit sur la connaissance de la magie de base, c'est la matière principale de la première année et chaque dortoir a un horaire pour les cours. Cependant, ce qui est arrivé à tout le monde autour de lui ressemble à des zombies avec des cernes sous les yeux. La femme qui apparaît répond qu'ils ont juste faim et n'ont pas assez dormi. Est-ce vraiment si difficile pour eux par rapport à leur vie précédente? Nous voyons un flashback où Leon ne suit apparemment pas le temps et dit ensuite à un ami qu'il n'y a pas de temps pour déjeuner, mais il n'écoute pas, lui mettant une barre dans la main en lui disant de manger dès qu'il en a l'occasion et de ne pas le regarder ainsi. Il mange la même chose, mais il lui promet un festin après tout le travail, et ce n'est même pas des ramen, juste des nouilles instantanées et un kimball triangulaire. Ce monde est certainement meilleur. Il s'approche d'une des portes en groupe, cela semble être de l'auditorium, mais dès que la fille et le garçon l'ouvrent, ils crient immédiatement d'horreur, puis tombent complètement sur leur postérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Leur auditoire devrait être ici, mais à l'intérieur il y a un troll. Les trolls sont des monstres féroces et dangereux, célèbres même parmi les aristocrates qui tiennent beaucoup à leur sécurité. Et pourtant, dans leur bureau,
il y a une fille troll en vêtements tout à fait ordinaires. Elle les salue et leur demande d'entrer dès que possible. Quand tout le monde est assis, elle se présente. Son nom est Garcia qui mais elle est une hybride. Leur peur est compréhensible pour elle et Garcia se dépêche de rassurer tout le monde en disant qu'il n'y a personne, du moins jusqu'à ce qu'il ait vraiment faim. Bien sûr, c'était une blague, mais le troll a déjà regretté de l'avoir dite. Eh bien, il est temps de commencer la conférence. La plupart d'entre eux n'ont jamais utilisé la magie car c'est extrêmement dangereux, donc seuls les adultes sont autorisés à l'utiliser. Mais puisqu'ils sont des graines magiques ayant reçu le titre de Kim de fer, Kim leur explique l'essence de la magie et les aide à déterminer le type auquel ils sont prédisposés. Le chemin d'un magicien est difficile et dangereux, alors la fille veut devenir leur boussole. Il s'avère que tous les professeurs locaux ne sont pas comme le directeur. Garcia décide de demander ce qu'est la magie, à quoi Renata répond que c'est ce que les sorciers utilisent pour changer le monde avec leur volonté. Une bonne réponse, mais elle décide d'ajouter que cela utilise également l'énergie magique appelée mana, la puissance fondamentale pour changer le monde. Ceux qui sont entrés à l'académie sont assez talentueux pour le ressentir et le reconnaître, mais pour utiliser le mana, il faut quelque chose de plus. Ils doivent invoquer l'énergie magique avec leur volonté et la tisser soigneusement ensemble pour lancer le sort. Beaucoup de gens pensent que cela nécessite de chanter ou de parler, mais leur propre force de volonté est beaucoup plus importante. Garcia parle beaucoup, alors pourquoi ne pas essayer par eux-mêmes? Elle demande à tout le monde de se lever, de sortir leurs baguettes et de collecter de l'énergie magique, et pendant qu'ils la tiennent, ils doivent imaginer la lumière. Vienna décrit cette action complexe comme tirer sur les rênes d'un cheval sauvage qui fonce. Si vous perdez votre concentration, cela se dissipera immédiatement. Le troll leur demande également de lancer le sort de lumière pendant ce temps, et une seconde plus tard, sa propre baguette est illuminée par une brillante clarté. Le sort peut être n'importe quoi qui leur vient à l'esprit, mais il est plus facile de se concentrer sur un mot court. Lian comprend l'essence et essaie lui-même. Pour beaucoup, la baguette s'illumine de lumière, mais ce n'est toujours pas suffisant, et pour Genedo, l'énergie magique commence à agir d'elle-même. Mais à ce moment-là, le troll utilise un sort sur lui, le sauvant de blessures ultérieures. Elle explique que la magie peut se rebeller si vous en perdez le contrôle, mais c'est pourquoi elle est là pour les protéger. Kim les encourage à réessayer. Deuxième essai, un tiers a abandonné, mais les 2 tiers essaient toujours. Troisième essai, la moitié a abandonné, mais l'autre moitié continue d'essayer. Quatrième essai, la plupart ont déjà abandonné, il ne reste que 3 étudiants. Cinquième essai, un seul étudiant reste. Sixième essai, tout le monde est parti, il ne reste qu'un étudiant. Au 7e essai, Bardinet lève la main et demande s'il devrait continuer du tout. Elle est très surprise, car habituellement les étudiants de première année abandonnent après le 5e essai. L'énergie magique à l'Est, certaines tribus l'appellent Kai, les scientifiques qui aiment se vanter l'appellent éther, et certains prêtres têtus l'appellent énergie divine. Ce phénomène portant de nombreux noms est la source du pouvoir des magiciens, car chaque fois que vous lancez un sort, vous devez l'utiliser. Il va de soi que les jeunes magiciens novices sont confrontés à un manque d'énergie. Cependant, Lian lui-même n'a pas l'air fatigué malgré ses 7 tentatives. Elle lui demande de se présenter, et le brun lui donne un nom, pas un nom de famille, en faveur du professeur qui a remarqué un étudiant qui ne cherchait pas à se démarquer. Le troll lui demande de s'avancer avant de lui tendre la main. Lorsqu'ils se touchent, la fille semble être enveloppée d'une vague qui se transforme bientôt en une mer entière, remplissant ses poumons d'eau, mais cela ne se produit pas réellement. Un étudiant l'appelle immédiatement pour lui demander si tout va bien, et elle dit que ce n'est rien. Pendant ce temps, les amis du héros discutent de savoir s'il vaut la peine de le sauver là-bas, tandis que Kim éloigne légèrement le brun et lui demande de venir la voir dans son bureau plus tard. Elle se tourne ensuite vers tout le groupe en disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car l'énergie s'est épuisée au cours de la pratique, mais son nombre augmentera et à chaque fois, il sera possible d'en utiliser moins. Parfois, un étudiant plein d'enthousiasme peut perdre le contrôle et en souffrir, il faut donc faire attention. Elle regarde simplement le prince qui hoche maladroitement la tête, puis remarque qu'elle n'a toujours pas mangé. La conférence est terminée pour aujourd'hui. Déjà dans son bureau, le brun commence à demander pourquoi elle l'a appelé, à quoi elle répond qu'elle a appris à son sujet avant la conférence par le directeur, de ce psychopathe ou quelque chose du genre. Elle le calme immédiatement en disant qu'il n'y a rien à craindre, et en fait, il pourrait sembler que le directeur ait un petit problème avec son crâne, mais il est gentil. Les étudiants ne le savent pas, mais ASU a un œil aiguisé pour les gens. Chaque année, il parle au professeur des nouveaux étudiants. Il a dit à propos d'un lycanthrope qu'il faut faire attention à ce Beastman, car il peut brûler plusieurs fois la résidence. À propos d'une demi-démon, il faut utiliser la magie sainte avec elle plus prudemment. Mais à propos de Lizen, il a dit qu'il avait les qualités d'un immense imbécile.
cela peut être compris littéralement, mais à l'Est, il y a une expression selon laquelle ce qui semble être de l'ignorance peut être associé à la sagesse. En réalité, le directeur voulait dire qu'il voyait en lui les qualités grâce auxquelles il pourrait réussir, et le troll se demande quel genre d'étudiant il est, car elle avait de grandes attentes à son égard, mais elle ne peut pas le lui dire. Quand il l'appelle, elle dit qu'elle l'a appelé parce qu'il a beaucoup trop d'énergie magique, ce qui fait soupirer doucement le garçon sans vraiment comprendre pourquoi elle a alors demandé une rencontre personnelle. Mais Garcia explique qu'il n'a pas seulement beaucoup plus d'énergie, mais tellement qu'elle ne peut même pas imaginer où se situe sa limite, ce qui surprend beaucoup le héros. La quantité d'énergie magique est le facteur déterminant pour un magicien. S'il n'y en a pas assez, il faut utiliser des méthodes complexes pour en obtenir plus. La présence d'une grande quantité d'énergie, en revanche, libère de telles restrictions. En d'autres termes, cela parle d'un grand talent. Si le professeur dit vrai, le garçon a un chemin lumineux vers l'avenir. Elle remarque qu'elle a de la peine pour Lian et commence à s'inquiéter en cherchant à savoir si c'est mauvais. Mais non, c'est autre chose, il y en a simplement trop, donc elle va essayer d'expliquer. Dans un verre d'eau, tant que l'eau est contenue dans un récipient, il est plus facile de la contrôler. Cependant, si vous devez contrôler le C tout entier, cela deviendra un peu difficile, n'est-ce pas? C'est la complexité de la maîtrise de l'énergie magique, qui est la principale dans son cas, à un niveau déraisonnablement élevé. Le garçon s'agace immédiatement, mais Garcia lui met un bracelet spécial au poignet. Il absorbe l'énergie magique et devrait l'aider au moins un peu, mais le problème n'est pas résolu aussi simplement que l'étudiant le pense. Le bijou l'aidera si le garçon commence à utiliser beaucoup de sorts pour épuiser son énergie. Elle lui permet également de s'entraîner seul, car rien ne se passera s'il utilise tout son stock. La brunette n'a certainement pas souhaité de tels privilèges, maintenant l'avenir semble sombre. Désormais, il faut maintenir toutes ses notes au top. Il décide de demander à ses amis s'ils ont choisi leur classe. Anna n'a pas changé son choix et leur propose de l'accompagner, mais Genando se moque d'elle et la traite de folle, car seuls les serviteurs se livrent à l'alchimie. La fille serre les poings et demande à Lynn de s'écarter dans l'escalier en appelant la blonde. Elle la frappe immédiatement, la mettant hors combat, en criant qu'il ne devrait même pas oser lui demander des médicaments s'il finit à l'hôpital. Et même si Varden connaît un peu les combats grâce aux leçons de Tourarlog et selon lui, ce coup était de 10 sur 10. En chemin pour apprendre l'alchimie de base, le héros décide toujours de demander s'il est possible de battre le prince comme ça, à quoi il reçoit la réponse que oui, à condition de s'excuser demain. Il semble que ce ne soit pas la première fois. Il y a aussi beaucoup d'étudiants de différentes tours, en particulier de la Tortue Noire. Cela ne lui importe pas, mais les points de vue des autres sont alarmants. Les paysans ont généralement deux façons de réagir à l'apparition d'un noble, soit ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer avec lui, soit ils manifestent de l'hostilité. Et s'ils se comportent trop amicalement, cela peut mal tourner. Ils sortent dans la cour arrière, où un nouveau professeur les appelle après le directeur et le professeur à moitié troll. Il ne serait pas étrange de voir une autre particularité, mais ils sont accueillis par un simple nain. Son nom est Uagolm Gondar, il dit qu'ils avaient clairement l'idée d'étudier dans une telle académie, alors pourquoi se sont-ils rassemblés dans cette clairière où il n'y a même pas de bureau? Naturellement, Adarnata lui répond en disant que c'est pour ressentir le mana de la nature et comprendre quelles sont les puissances importantes pour un alchimiste. Faux, s'exclame Yuna, et Léon commence à discuter avec elle avant de déclarer bruyamment que c'est un excellent endroit pour collecter des matériaux, n'est-ce pas, professeur? Dad dit qu'il est intelligent, tandis que la brunette elle-même reçoit un regard incrédule de la fille aux cheveux bleus qui pointe son doigt vers le ciel, espérant qu'elle ne le voie pas comme un rival. Le nain dit que la vraie raison pour laquelle ils sont ici, c'est qu'il pourra leur apprendre les choses les plus importantes pour l'alchimie. Il est sûr que les élèves pensent que cela nécessite un esprit exceptionnel et la capacité de contrôler la magie, mais c'est loin de la réalité. Rviats essaie de tout noter, et la compétence la plus importante pour un alchimiste est de collecter des ressources. Faux, s'écrie encore Adarnata, disant que les ressources peuvent être créées par eux-mêmes ou commandées à d'autres, donc sa déclaration est incorrecte. Les étudiants commencent à chuchoter derrière que Sa Majesté a raison, ce qui énerve le nain. Il appelle la fille « tête de fer » et dit qu'elle ne sait rien du monde réel. Elle ne serait certainement pas capable de produire ne serait-ce que 10% des ressources dont elle a besoin elle-même, et celles qu'elle commande seront inadaptées. La raison pour laquelle les alchimistes voyagent avec des aventuriers, c'est qu'ils sont des ânes stupides lorsqu'il s'agit de déterrer des herbes, ils ruineront des spécimens précieux. Mais après un moment, l'homme se calme et dit que les étudiants doivent quand même savoir extraire des ressources par eux-mêmes, et s'ils ne le peuvent pas, ils ne deviendront pas des alchimistes. Au même moment, une feuille apparaît dans les mains des étudiants sur laquelle est représentée une plante. Il est temps de passer à la pratique, laissez-les l'accueillir pour lui. Il y a beaucoup de rumeurs désagréables qui circulent sur Irregard, malgré son prestige.
Le héros remarque que c'est une herbe profanée utilisée pour les antidotes. Ina s'est avéré l'avoir déjà utilisée avant son admission. L'une des rumeurs dit que les gens meurent en apprenant la magie. Il est évident que la magie est dangereuse et les incidents sont inévitables, mais c'est une question de préparation insuffisante. Pourquoi envoie-t-on des étudiants ici? Il remarque le bosquet sombre de la forêt, il serait assez dangereux d'y aller ensemble, mais à trois, c'est déjà plus facile. Il se demande si quelqu'un de leur tour est ici. Lian propose immédiatement la candidature de la princesse, mais la fille suppose qu'elle a un caractère très complexe, bien que le garçon refuse en disant qu'ils vont simplement collecter des herbes. Mais il semble qu'il soit déjà trop tard, la fille aux cheveux bleus a déjà réussi à constituer une équipe pour elle-même, qui compte même des gens de la Tortue Noire, et elle a contourné Varden. Mencken affirme que la fille était populaire avant son admission, d'autres membres de la famille impériale la connaissent grâce à son intelligence et à son talent, elle est l'étoile préférée de tous, donc tout le monde la suit indépendamment de son titre, et bien sûr, pour Genando. Non, la brunette remarque que ceux qui ont trouvé une équipe sont déjà partis, et seuls les étudiants de la Tortue Noire restent, même s'ils le détestent. Il est trop dangereux de marcher ensemble, donc ils ont besoin de quelqu'un capable de couvrir leurs faiblesses. L'œil tombe sur l'emblème, puis se lève vers la fille, et là elle est, Nila de la tour de la Tortue Noire, une elfe noire et membre de la garde des ombres, la police patrouillant dans la partie nord de l'Empire. Les ombres sont un groupe de chasseurs et d'éclaireurs expérimentés qui se trouvent dans la chaîne de montagnes du nord et connaissent leur territoire comme le fond de leur poche. Bien que l'elfe entende parler de cette herbe pour la première fois, elle est sûre de la trouver sans problème. La forêt est comme un terrain de jeu pour elle. Elle est très surprise de voir autant de nouveaux venus, mais maintenant c'est à son tour de se prouver. Nila est saluée par les personnages principaux. La présence de la taverne elle-même est sa maison et le garçon n'est qu'un nom. Donc la fille est une noble. Mais qui est-il ensuite? Après avoir demandé ce qu'ils veulent, elle reçoit une offre pour aller avec eux dans les montagnes. Se tournant vers eux, l'elfe est clairement agressive, demandant ce dont ils ont vraiment besoin, serrant les poings. Tous les nobles sont les mêmes, ils les insultent en les appelant des sauvages, et même s'ils leur montrent de l'indifférence, ils se plaindront de leur mauvais traitement. Alors pourquoi ces deux-là seraient-ils différents? La brunette explique que c'est dangereux de marcher seule, soudainement un monstre apparaîtra, mais la blonde secoue immédiatement la tête en disant qu'elle n'a pas besoin de leur aide, ayant demandé pourquoi Vardin lui-même construit des hypothèses selon lesquelles une nouvelle connaissance croit qu'ils veulent l'utiliser comme appât pour ensuite la jeter. Elle est surprise d'avoir pu le comprendre si rapidement, alors elle dit qu'elle veut aller seule dans la forêt. Mais le héros ne la croit pas, en plus elle ne peut pas savoir ce qui va se passer là-bas, mais elle a besoin de collecter plus de ressources et de les apporter, donc il est sûr que l'elfe n'est pas du tout stupide et comprend qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Embarrassée, elle laisse échapper qu'elle ira avec eux, à quoi Lian dit qu'il savait que leur nouvelle connaissance était intelligente, il est temps d'y aller. Leur nouvelle connaissance saute de branche en branche, ne s'inquiétant de rien du tout. Anna est surprise par une telle dextérité et demande à son ami comment il a su qu'elle est une merveilleuse chasseuse. Elle a des jambes bien développées et des muscles du mollet et a aussi des callosités sur les paumes car elle utilise souvent un arc. Ces indices indiquent sa particularité. L'elfe s'arrête même sur un arbre, écoutant et ne comprenant pas s'il a vraiment compris seulement par ses signes. Et pourtant, il y a une étrange aura qui l'entoure, comme s'il pouvait lire les pensées. Ensuite, la brunette dit qu'elle plaisantait seulement et a réalisé cela parce qu'elle avait un badge de surveillance de l'ombre à sa ceinture. Elle trébuche déjà, le rouquin propose qu'ils y aillent ensemble, mais l'elfe n'est visiblement pas content de cela. Avant que le garçon ne lui rappelle que seule une corneille peut distinguer les herbes, donc si quelque chose lui arrive, ils devront résoudre ce problème ensemble. Alors pourquoi ont-ils besoin de lui? Nila est un guide, Mencken cherche des herbes, et il ne sert à rien. Comprenant que cela ne fonctionnera pas en disant qu'il utilise une astuce, il dit qu'il protège les filles et laisse la chasseresse être d'accord avec lui. Elle est plus intéressée de savoir pourquoi il vit dans la tour bleue s'il ressemble à un chevalier. L'un explique qu'il n'est pas du tout de la maison de nuit, mais de la maison de Vardana, supposant que c'est sa chance de se rapprocher, mais la réaction surprise et même horrifiée de l'elfe dit le contraire. La blonde baisse clairement les yeux, ne sachant pas que cela est même possible de répondre à cela, tandis que le garçon lui-même ne comprend pas et décide de demander à sa petite amie. Elle dit qu'il y a de fausses rumeurs sur toutes les maisons aristocratiques, mais la sienne est un cas particulier. De quoi parle-t-il? Le patriarche de la maison de Vardana est un dragon. Lors de l'incident avec les morts-vivants fous, il les a réduits en cendres avec son souffle de feu. Sa maison est liée par le sang à des esprits anciens, c'est pourquoi la famille a des capacités incroyables. Au lieu de perdre leurs émotions, les Vardana n'ont aucune pitié. Les magiciens de cette maison qui sont apparus pour réprimer les émeutes ont rayé la ville de la surface de la terre. Léon est clairement stupéfait par cela, est-ce vraiment leur image de ceux qui, au moindre problème,
se transformeront en monstres et balaient tout sur leur passage? Cela semble injuste, car les magiciens devraient venir à la rescousse en cas de problème, alors pourquoi seulement sa maison? Manquin lui dit de ne pas s'y attarder, même l'elfe elle-même remarque que les rumeurs sur les émotions se sont révélées fausses, alors que le gars arrête de se plaindre, sinon ils le laisseront. L'elfe saute par-dessus avec l'aide d'une liane et remarquant quelque chose au loin, elle s'arrête soudainement et se retrouve à côté des héros, leur disant de s'arrêter. Elle écarte les branches d'un arbuste et demande de regarder devant eux. Il y a des empreintes de pas assez grandes devant eux, mais comme elles ne sont pas profondes, cela signifie que l'animal contrôle spécifiquement sa force pour les cacher. On dirait. Mais dès que Nilia regarde Anna, elle se rend immédiatement compte que cela ne l'intéresse pas du tout, même si elle essaie de feindre de l'intérêt. La fille était à nouveau distraite et a complètement oublié que de telles choses n'intéressent pas les aristocrates. Mais d'un autre côté, Vardané montre de la curiosité et demande à la chasseresse si elle peut découvrir autre chose à partir des traces. Stupéfaite, la blonde ne comprend pas pourquoi il est intéressé, car il vient d'une grande maison et c'est étrange. Mais dans tous les cas, lorsque vous tombez sur de telles traces, il faut être prudent. Non seulement il a de grandes griffes, mais il sera difficile de prédire quelle sorte de créature vit ici. Il y a une faune assez diversifiée autour de l'école, le territoire de la garde est riche en énergie magique, ce qui affecte la terre, donc divers types de monstres se rassemblent ici. Bien sûr, il y a aussi des monstres créés lors d'expériences et ceux qui sont apparus à partir d'élixirs jetés. Il y a clairement des problèmes de sécurité ici. L'elfe suggère de changer leur plan et de suivre les traces, réduisant ainsi les chances d'une embuscade. Là on lui demande même si elle pourra lui apprendre à lire les empreintes. Elle assure que ce n'est pas facile et qu'il abandonnera probablement immédiatement, mais le gars tient bon, disant que s'il lui enseigne, il fera tous les efforts nécessaires, avec un sourire malicieux. La fille lui répond qu'il devrait essayer. Après un certain temps de marche, Anna et les gars trouvent enfin l'herbe profanée. Mais seulement 2 pièces, mais il lui semble qu'ils en trouveront rapidement une autre et puisqu'il n'y a personne à proximité, il vaut mieux continuer. Et dès qu'elle se tourne vers ses amis car ils étaient silencieux, elle se figea d'horreur devant un énorme sanglier et pas un simple à en juger par le fait que la brune ressent de l'énergie magique en lui. Une chasseresse dit d'être prudente et avertit que c'est un monstre. L'animal se tient dans une posture en faisant ressortir ses énormes défenses. La situation est dangereuse et comme il n'y a pas d'autre arme, le gars décide d'utiliser une baguette. Heureusement, sa taille peut changer selon la demande du propriétaire, donc elle se transforme immédiatement en une bonne lance. L'elfe se souvient également que la brune de leur maison de magicien est spécialement la meilleure de l'Empire, ce qui signifie qu'elle a probablement déjà réussi à apprendre quelques sorts, mais il doute un peu de ses propres capacités. Vilia prévient que s'il ne peut pas gérer, il doit attraper sa petite amie rousse et s'enfuir d'ici dès que possible pendant qu'elle distraira le monstre et l'éloignera. Les héros sont flattés par un tel acte, tandis que la chasseresse les repousse en disant qu'elle le fait parce qu'elle le peut. Léon la remercie et lui demande de prendre soin de lui s'il lui arrive quelque chose, alors que le sanglier s'approche déjà par derrière en ouvrant grand sa bouche. Quel genre de sort va-t-il utiliser pour le vaincre? Quand il avait 10 ans, Rarlog lui a appris que bien que l'épée soit le roi parmi les autres armes, on ne devrait pas seulement s'y fier. Le jeune maître doit maîtriser différentes armes pour être prêt à toute situation, et seuls ceux qui ont atteint une compréhension du processus peuvent apprendre à verser du mana dans les armes, cela s'appelle le mode aura. Mais après avoir appris la vérité, le garçon sera déçu, car seul un petit nombre de personnes douées peuvent atteindre ce régime. Est-il nécessaire de faire tant d'efforts pour l'aura? Tout ce qu'il veut, c'est devenir magicien et travailler dans un bureau. Lynn dit à son chevalier qu'il est sûr qu'il y a un intérêt à s'entraîner car c'est ainsi qu'il apprend à se protéger, mais en réalité, il veut juste se reposer davantage. Rarlog est clairement plein de fierté pour son maître qui n'est pas du tout comme les autres nobles. Il dit qu'il le conduira jusqu'au bout pour qu'il apprenne l'aura, peu importe le coût. Encore une centaine de balancements, attendez quoi, et déjà en réalité, le gars se balance et plonge la lance dans la bouche ouverte de quelqu'un d'autre, faisant tressaillir le sanglier pendant un moment, puis tomber complètement mort par terre. Les filles sont choquées, il vient de le poignarder avec un bâton, qu'en est-il de la magie? La baguette de regard est très puissante et peut être utilisée comme une massue, cependant, on ne peut pas vaincre le monstre sanglier comme ça. Il l'a fait parce qu'il a utilisé inconsciemment du mana, ce n'est pas encore au niveau du mode aura, mais le gars commence à s'y habituer pour survivre. L'elfe plante sa baguette dans l'animal en disant que le han a réussi à le vaincre, tandis qu'Anna tombe à genoux, épuisée, clairement souhaitant que cette leçon se termine le plus rapidement possible avant qu'ils n'entendent tous un genre de cri. Apparemment, c'est un autre sanglier. Il se dirige vers le bruit avant de trouver un animal qui se tient devant les étudiants. Lynn propose de les surveiller même si la chasseresse est sûre qu'ils se débrouillent. Parmi ceux qui étaient présents, un slando pourrait se porter volontaire pour aider.
La maison d'Alki est célèbre pour son excellente et précise exécution du travail. Si la maison Varden a joué le rôle de conseiller de l'empereur pendant de nombreuses générations, alors la maison d'Alkadov est chancelière et trésorière. Ce sont des gens loyaux et à en juger par la posture de quelqu'un d'autre, le gars a étudié l'escrime. Sland avertit qu'il peut prévoir tous les mouvements du cochon, donc il ne peut pas le battre en secouant brusquement de côté. Le jeune homme aux cheveux verts se balance et frappe le sanglier sur le côté, mais il ne bouge même pas. Il semble que ses calculs étaient erronés, car une seconde plus tard, le monstre le frappe avec sa patte arrière et l'envoie voler loin. La princesse est la prochaine à sortir pour protéger l'infortuné, tandis que les filles demandent à Varden ce qu'elle devrait faire. Adamarda se tient devant un animal redoutable en pensant que tout devrait fonctionner parfaitement si elle fait tout comme d'habitude, surtout si elle calcule ses mouvements et attaques. Mais ensuite, le monstre hurle, trébuche et tombe mort, laissant tout le monde en état de choc car elle n'a rien fait. Une brune sort de derrière lui et dit qu'il a eu de la chance que l'animal ne l'ait pas remarqué. Anilia est clairement ravie que son conseil d'approcher par le côté du vent descendant lui ait été utile. Son Altesse remarque le gars mais le remercie calmement pour son aide, tandis que l'elfe ne comprend pas vraiment pourquoi une telle formalité est apparue entre camarades de classe. Apparemment, ils se sont laissés emporter. La femme aux cheveux bleus dit qu'elle le remboursera, mais le Han demande un service maintenant. Qu'est-ce que le gars pourrait avoir besoin, et c'est assez simple, il veut que la fille lui recommande une matière où il est facile d'obtenir de bonnes notes car elle a pas mal de connexions. Au début, Adamarda ne comprend pas ce qu'il veut dire par là, s'il s'intéresse à la classe uniquement pour les notes ou s'il l'atteste simplement, et la princesse est sur le point de répondre quand ils sont interrompus par une voix forte qui menace, disant qu'elle sait exactement quelle matière lui conviendra. Qui est-ce? La prémonition est très troublante, le familier tremble dans son corps et l'atmosphère devient tendue. Une voix appelle Vardenet en disant que c'est un cours d'alchimie. Une telle sensation n'était présente que dans le passé de sa vie lorsqu'il a rencontré son professeur, le nain, qui d'ailleurs apparaît devant lui en ce moment. Le gars se calme rapidement car il n'est plus l'étudiant mature qu'il était auparavant. Lian répond immédiatement avec un sourire que la leçon lui a semblé bonne s'il y a suffisamment d'enthousiasme. Gomney dit qu'il veillera à ce que ces mêmes qualités apparaissent chez le héros, malgré ses tentatives de s'en éloigner en disant qu'il n'a pas encore essayé d'autres activités. Sur les côtés, certains étudiants murmurent qu'il est déjà le favori du professeur. Pas besoin de l'envie pour une telle occasion. Mais le nain s'éloigne en disant que la leçon est terminée et combien il est désolé que les autres groupes ne l'aient pas affronté. Bittenland, qui est traîné par les étudiants, demande si l'homme les a envoyés intentionnellement. Yugom répond que bien sûr, car le but de la leçon était de les confronter à différentes situations tout en cherchant des herbes. Peu importe s'ils ont attrapé un sanglier, l'ont évité, ont fui ou se sont cachés, un alchimiste doit être capable de faire face à de telles circonstances inattendues. Les étudiants battus ne partagent clairement pas son jugement. Minquin demande au gnome, et la frustration, l'herbe n'est-elle vraiment pas nécessaire pour eux trois? Et son équipe a beaucoup traversé pour la trouver. Dondar est surpris avant de courir joyeusement vers les étudiants et de les serrer dans ses bras en disant qu'ils ont trouvé un ticket d'or. Ils semblent avoir un talent pour l'alchimie et il murmure à Lian lui-même qu'il devrait certainement assister à ses cours. Le gars soupire doucement, il semble qu'il soit piégé. Lian dit qu'il essayera, en général, il a toujours rêvé de faire de l'alchimie, complètement résigné à la réalité. Le nain note pour lui-même qu'il y a quelque chose de mature chez le héros, car habituellement les adolescents de son âge se comportent plus rébellieusement. L'homme dit que puisqu'il a réussi à vaincre le sanglier et à rapporter plus d'herbes, il lui accordera un privilège spécial. Sa hutte est située près de la forêt, donc le gars peut venir quand il le souhaite ce semestre. Ce dernier est confus et commence déjà à penser que Eugom va lui confier un travail. Mais le nain se précipite pour expliquer ce qu'il pense. Que pense-t-il que les étudiants de première année veulent le plus? De la nourriture, bien sûr. Les étudiants regardent sombre et des émeutes commencent dans une semaine. Fardin se souvient lui-même de la nourriture qu'ils ont dû manger et il vit en plus avec les nobles. La hutte est pleine d'ingrédients frais pour cuisiner, ainsi que des épices et des légumes que Gondar a lui-même choisis. Il s'avère que c'est presque un laissez-passer gratuit pour le buffet. Le gars appelle immédiatement le professeur le meilleur alors qu'il lui serre la main et ce dernier répond qu'il est souvent malade, mais qu'il l'aime de plus en plus. Les étudiants appellent ensuite le gnome fou et disent qu'ils n'assisteront plus à ses cours parce qu'il les a presque tués. Et bien que Lian lui-même aimerait se plaindre de l'étrangeté de l'école, rien ne le surprendra. De plus, la chose la plus importante pour lui maintenant est de se procurer de la nourriture. Près de la hutte, lui et les filles traînent un sanglier. Paul Rarlog lui a appris à préparer la viande pour la consommation, mais ce sera difficile pour une seule personne. Irina distrait le bras en lui offrant son aide, tandis qu'il remarque que la rousse n'a pas l'air bien. Elle dit qu'elle peut s'en occuper, mais ne partage-t-il pas un peu avec elle?
Immédiatement, l'elfe lui offre son aide et lui propose également de goûter la viande avec eux. Nila accepte et s'apprête à leur montrer ce dont un véritable chasseur est capable. Elle est certainement une professionnelle en la matière. Anina vient d'une maison où ils savent manipuler divers matériaux, il a donc eu doublement de chance avec elle. Bientôt, le professeur arrive avec un sac contenant les outils, il est donc temps de commencer. À un moment donné, le blond est distrait en réalisant que le gars est bien meilleur qu'elle ne le pensait dès le départ. Est-ce qu'on lui a vraiment enseigné de telles choses dans sa maison? Pendant ce temps, la brune donne des ordres, après l'écorchage, découpez la viande en morceaux et suspendez-la aux branches. Ne jetez pas les intestins, car vous pouvez en faire des saucisses. Il ne sait pas combien de temps cette satanée vie va durer, donc il doit prendre soin de provisions à long terme. L'homme remarque également que le héros traite la viande avec du feu, ce qui l'impressionne indéniablement. Peu importe la qualité de la météo, la viande peut toujours se détériorer facilement, donc un traitement à la fumée est une excellente solution. C'est incroyable comment Lian a pu aller si loin en 3 jours d'études, il travaille avec lui comme un professionnel. Djergel ne cesse d'être surpris par eux, mais alors un grondement se fait entendre de son propre estomac et Vardine demande poliment s'ils veulent manger. Le nain dit qu'il a un peu faim avant que l'étudiant ne lui demande du pain et du beurre. Il cuisine tout dans une poêle et le professeur apporte tout avec lui. Ils peuvent commencer à manger. De plus, ils ont eu un bonus spécial de Gandhar, de la confiture. Tous les personnages mangent assez, en faisant l'éloge du goût de la nourriture, viande cuite, confiture sucrée, pain riche en huile. Une rivière paisible, de nouveaux amis. Le 3e jour a passé d'un souffle. Ils ont mangé, bu et ri aux éclats. Après cela, tout a été mis dans un sac où, comme l'a rapporté Manquin, il restait beaucoup de viande non préparée. Rien d'autre ne rentrerait dedans, alors que faire avec tout ça? L'elfe assis derrière propose de le partager avec leurs amis dans la tour. Le gars et la rousse échangent des regards avant de se retourner et de dire que vendre la viande est une excellente idée. La plupart des étudiants de la tour bleue ont beaucoup d'argent, donc ce ne sera pas un gros problème. Les nobles n'ont pas besoin de charité, tous les aristocrates sont-ils ainsi? Le credo de Lincoln est de labourer comme un cheval pour vivre dans la prospérité, le credo de la compagnie est d'économiser chaque pièce pour l'atelier, ils sont donc différents des autres. Mais Nilia ne pouvait pas le savoir. Veulent-ils vraiment tout vendre? Les riches leur proposent même de se joindre à eux, mais elle refuse en disant qu'elle donnera simplement à ses amis. Bien que la rousse dise que l'amitié est temporaire et les pièces sont éternelles. Que peuvent-ils dire? Quelque part loin de cette petite escarmouche, le professeur sourit. Ils ont à la fois le talent et la passion, mais ils sont comme ceux dont on peut attendre des ennuis. Géragom s'assoit près d'un arbre en continuant de réfléchir. Il parie qu'ils rendront la vie des enseignants encore plus difficile.